Je vais aujourd'hui envisager la notion de dispositif dans ses conceptualisations au prisme de l'inclusion, en considérant notamment plus particulièrement l'usage de la téléprésence en situation de vulnérabilité. Alors pour me représenter et présenter à nouveau mon sujet de recherche, donc j'ai commencé cette thèse cette année, donc en septembre. Je suis sous la direction de Jean-Philippe Cobot et de Cynthia Fleury, et je l'effectue au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc, ma recherche est vraiment à la croisée entre design et éthique, puisque ma discipline première, comme l'a indiqué Jean-Philippe, est celle du design. Donc, je suis diplômée d'un diplôme supérieur d'art appliqué et je suis aussi agrégée d'art appliqué. J'ai notamment fait une partie de mon cursus à l'École normale supérieure au département de design. Donc, concernant plus particulièrement mon sujet de recherche, il s'agit d'envisager l'utilisation des dispositifs de téléprésence en contexte d'isolement médical. Donc, il s'agit de considérer cet usage à partir d'une attention fine aux vulnérabilités que composent ces situations d'isolement, et notamment à l'aune de l'éthique du care. Donc, pour très rapidement présenter les raisons de cette volonté de les analyser à l'aune de l'éthique du care, notamment à l'aune de l'éthique du care, il me semble que l'éthique du care permet de composer une grammaire éthique qui permet de réinvestir cette grammaire éthique, donc qui est celle de l'attention, de la responsabilité, de la compétence et de la capacité de réponse, la réinvestir dans des activités concrètes de soins et non pas seulement dans des relations interpersonnelles qui permettraient de soutenir une vulnérabilité. Aussi, l'éthique du care remet en cause les conceptions de l'homme autonome, de l'individu autonome, qui est plutôt un mythe néolibéral. Ce mythe néolibéral mène à une invisibilisation des vulnérabilités et des relations d'interdépendance. En somme, l'éthique du care permet de dessiner une attention toute particulière aux différentes vulnérabilités et de réinvestir cette attention particulière des vulnérabilités dans le fait d'envisager des nouvelles technologies qui, on le verra, peut-être mettre l'accent sur un individu autonome. Alors, pour évoquer plus précisément mes objets de recherche, j'envisage donc des dispositifs de téléprésence comme des moyens de substitution à des relations qui sont empêchées par la distance qui est induite par les isolements. Donc, je considère plus particulièrement deux typologies d'isolement. Il s'agit dans un premier temps de la téléprésence qui est utilisée au sein du contexte médical, donc dans un isolement au sein du contexte médical, c'est-à-dire par exemple la chambre stérile ou encore la résidence en EHPAD. Et l'autre typologie est celle d'un isolement, d'un non-accès aux soins, donc plutôt une zone sous-dotée médicalement, un désert médical. Donc si dans le premier cas, il s'agit d'une substitution, la téléprésence permettrait la substitution d'une relation de care entre patient et proche. Dans la deuxième typologie de situation, il s'agit d'envisager comment la téléprésence, notamment par la téléconsultation, permet peut-être une substitution d'une relation de prise en charge médicale. En tout cas, quand je parle de substitution, c'est comment le dispositif se pense substitution. Alors pour expliquer plus précisément ce que sont ces dispositifs, donc leur point commun est donc la téléprésence, c'est-à-dire la médiation d'une présence à distance en établissant des niveaux différents de présence selon la composition du dispositif. Donc ainsi, par exemple, il peut s'agir donc d'un moyen de visiocommunication comme on est en train de l'utiliser, l'utilisation de Skype, etc. Mais aussi une téléprésence augmentée comme avec le robot de téléprésence, donc qui est notamment parfois utilisé en chambre stérile. Donc, il consiste en le patient dans la chambre stérile à un ordinateur à partir duquel il peut téléguider un robot qui se déplace au domicile et qui incarne en quelque sorte sa présence au domicile, notamment par le mouvement. Concernant la téléconsultation, là encore une fois, les dispositifs sont très nombreux. Il peut s'agir donc de la simple plateforme de mise en contact jusqu'à la cabine de téléconsultation qui augmente la visioconmunication par des objets connectés. Ce qui fait tension, en tout cas, et ce qui est encore une fois le point commun de ces utilisations de dispositifs, il s'agit du fait qu'elles se font à l'aune d'une vulnérabilité, par le prisme d'une vulnérabilité. Donc au sein du milieu médical, donc dans un contexte d'hospitalisation, il y a potentiellement
un état de santé qui est altéré, voire gravement altéré, il y a une fatigue importante et surtout une rupture avec la norme de vie du patient qui arrive dans cet environnement qui est normalement étranger. Concernant la téléconsultation, la norme de santé, l'état de santé est peut-être moins important, moins impacté, parce qu'il s'agit peut-être plutôt d'une consultation de l'ordre de la médecine générale. Pour autant, ça peut être des moments de douleur qui composent des vulnérabilités qui ne permettent pas un usage optimal de ces dispositifs. Aussi, si on considère ces dispositifs dans les déserts médicaux, il s'agit d'une population qui est vieillissante et atteinte de maladies chroniques, et donc il s'agit véritablement d'envisager ces vulnérabilités comme constituant l'usage des dispositifs. Notamment parce que cette substitution, enfin la promesse d'une substitution, repose essentiellement sur l'engagement et l'usage actif des différents acteurs. Ils doivent mettre en œuvre les moyens de médier leur présence et pour ce faire projeter l'impact de leur présence à distance. Ainsi, toute l'importance repose sur la considération de l'usage et notamment d'un usage au prisme d'un usager potentiellement vulnérable. Donc ma recherche consiste en partie à envisager comment sont envisagées, théorisées, conceptualisées ces inclusions de l'usage général au sein des dispositifs technologiques de la téléprésence. Alors aujourd'hui, comme je l'ai évoqué au tout début, je vais envisager dans la notion de dispositif, comment on peut envisager la notion de dispositif au prisme de l'inclusion. Qu'est-ce que la notion de dispositif indique de l'inclusion, et notamment la question de l'usage de la téléprésence, de la technologie de la téléprésence. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'utilise le terme dispositif pour qualifier les objets de téléprésence. Et donc je me suis demandé pourquoi ce terme venait si facilement pour qualifier les objets de téléprésence. Notamment, il y a une certaine indéfinition ou une étendue de signification qui est rattachée à la notion de dispositif. Et il me semble que concernant en tout cas les dispositifs de téléprésence, il y a une certaine signifiance à cette indéfinition, parce que le dispositif est un ensemble complexe, tant matériel qu'immatériel, où la relation qu'il permet d'instaurer fait partie intégrante du dispositif autant que l'écran ou le dispositif matériel. Donc il s'agira, comme je viens d'évoquer, d'envisager l'inclusion au prisme des dispositifs et inversement, qu'est-ce que les dispositifs disent de l'inclusion. J'envisagerai ainsi une ambivalence des deux termes. Puisqu'on envisagera une ambivalence des deux termes, il s'agira de remarquer une oscillation au prisme des dispositifs entre inclusion, exclusion et invisibilisation d'un usager vulnérable. Donc, dans un premier temps, je vais m'intéresser à une définition du dispositif comme dispositif technique qui s'impose de manière extérieure au sujet. Dans cette conception du dispositif, l'inclusion est tantôt son revers, c'est-à-dire l'exclusion, tantôt on retrouve l'ambivalence de son étymologie et le sujet serait comme emprisonné dans le dispositif. Donc ainsi, j'envisagerai comment un dispositif compris comme un dispositif technique produit une subjectivité selon ses termes et non pas selon la subjectivité de la personne. Dans un deuxième temps, je réintroduirai dans les rouages, dans la pensée du dispositif, l'usager actif. Ou donc là, dans ce cas-là, l'inclusion reposerait sur une activité de l'usager, mais aussi sur sa responsabilité même. Ce qui conduit, à terme, de manière paradoxale peut-être, à une invisibilisation de certaines catégories d'usagers. Et enfin, dans un troisième temps, je considérerai des dispositifs de médiation comme soutien d'une pratique de l'usager. Donc ici, l'inclusion serait permise par un dispositif ordinaire et je poserai l'hypothèse qu'une certaine pratique de design qui concevrait des objets intermédiaires permettrait de soutenir un usage vulnérable, de faire le pont entre un sujet et un dispositif technique et entre un sujet et sa vulnérabilité. Donc mon fil conducteur, il s'agit donc de l'article que vous avez peut-être lu d'André Berten, qui permet, il me semble, d'identifier l'étendue des conceptions du terme de dispositif, allant du dispositif foucaldien, donc instrumental, au dispositif de médiation. Et le fil rouge de ma présentation, il s'agira d'envisager, donc dans les analyses que je ferai de dispositifs et d'inclusion, d'envisager comment se situent les dispositifs de téléprésence et sous quelle conception de dispositif on peut la comprendre. Et donc, de fait, quelle inclusion esquisse la téléprésence.
Donc comme vous l'aurez compris, j'en suis au tout début de ma recherche, j'ai commencé en septembre. Donc il s'agit de présenter mes premières analyses, mes étonnements et aussi mes intentions de pratique de terrain qu'on pourra certainement approfondir au moment de l'échange. Alors dans ce premier temps, je vais envisager, à travers plusieurs textes, la manière dont le dispositif peut être compris comme un objet extérieur et instrumental qui produit une subjectivité selon les termes du dispositif. André Berthène, donc dans l'article Dispositif, médiation, créativité, petite généalogie, commence l'article par une généalogie de l'élaboration du concept de dispositif chez Michel Foucault, notamment dans Surveiller et punir et la volonté de savoir. Il en arrive à une définition du dispositif foucaldien comme quelque chose qui s'applique sur le corps, qui reste extérieur et qui produit de la subjectivité. Donc c'est ce que j'ai mis sur ma slide, il s'agit bien de produire de la subjectivité, mais n'est pas produit par la subjectivité, et c'est toute l'ambivalence que je vais exploiter durant cette première partie. Donc, ça met quand même en cause une inclusion particulière, où la subjectivité n'est pas produite par le sujet, mais parce que le dispositif lui impose, il en résulterait potentiellement une normalisation. Donc on envisage très facilement ce qui fait tension avec la question de l'inclusion. Par exemple, l'inclusion, qu'est-ce que serait une inclusion d'une capacité d'agir empêchée si les dispositifs de téléprésence seraient ces dispositifs instrumentaux qui s'appliquent au corps de manière extérieure? Aussi si un dispositif dans ces termes-là s'agencerait aux particularités de manière soit il les nierait, soit il les normaliserait. Donc je vais poursuivre cette généalogie du dispositif foucaldien par le court texte de Giorgio Agamben, qui est donc Qu'est-ce qu'un dispositif? Donc, ce qui est intéressant avec ce qu'écrit Giorgio Agamben, c'est le fait qu'il considère l'être pris dans un corps à corps avec le dispositif, et de ce corps à corps émergerait par un processus de subjectivation un sujet. Donc il s'agit de considérer comment être et dispositif s'agencent, ce qui est, il me semble, assez sous-tendu par les questions de l'inclusion. Alors, donc Agamben cherche, lui, les origines, ce qui a pu préfigurer à la définition du dispositif chez Foucault. Alors, je vais passer assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il en passe par il fait l'hypothèse de deux origines, notamment la positivité chez Jean Hippolyte, qui est un des maîtres de Foucault. Donc, Jean Hippolyte oppose la religion naturelle et la religion dispositive, puisque donc la religion religion positive, où la religion positive correspond à l'ensemble des rites, des croyances et des règles qui sont imposées de l'extérieur dans une société donnée. Tandis que la religion naturelle, ce serait cette relation immédiate au divin. Ainsi, on comprend une distinction entre immédiat et dissociation, et Jean Hippolyte, à partir de cette distinction entre religion naturelle et religion positive, met en œuvre une dialectique de la liberté et de la contrainte. Ensuite, Agamben voit dans l'oikonomia, donc ce qui a été traduit par providence et ce qui est retenu dans le latin de dispositio, il voit des origines du concept moderne de dispositif. Donc j'explique pas en détail, mais ça lui permet d'estimer que le terme dispositif nomme ce en quoi et ce par quoi se réalise une pure activité de gouvernement, sans le moindre fondement dans l'être. C'est pourquoi les dispositifs doivent toujours impliquer un processus de subjectivation, ils doivent produire leur sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif est lié à une activité de gouvernement, qu'il se dissocie de l'être, donc qu'il s'impose de l'extérieur, et pour Agamben, cette dissociation implique un processus de subjectivation, mais cette subjectivation s'effectue selon les termes du sujet. C'est bien ce qu'on entrevoit lorsqu'il écrit « ils doivent produire leur sujet », et donc le sujet du dispositif. Donc cette recherche de généalogie du terme dispositif chez Foucault amène Agamben à élargir, à produire une définition très élargie du dispositif. Donc pour lui, il appelle dispositif tout ce qui a d'une manière ou d'une autre la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Ainsi,
Il ne s'agirait pas seulement de ce qui a une articulation évidente avec le pouvoir, donc notamment les prisons, les asiles, le panopticon, mais aussi le stylo, l'écriture, les ordinateurs, la cigarette, et encore d'autres, et encore autres. Ce qui est intéressant, c'est que tout apparaît comme dispositif et non pas seulement ce qui entretient donc, cette liaison évidente avec le pouvoir. Ainsi, il me semble qu'il s'agit d'envisager quelles sont les responsabilités du design, compris comme une pratique de mise en forme, de conception qui s'agence avec la technique. Pour envisager les implications du design, je vais l'effectuer à partir donc, de l'écrit de Wilhelm Flusser. Donc c'est un essai, l'essai, il s'agit de Petite philosophie du design, dans lequel il fait une considération très particulière du design, puisqu'il dédie son essai à un dessin très spécifique. Il s'agit d'envisager les aspects sournois et perfides que recèle le mot design. Donc il évoque bien qu'un autre essai aurait pu, par exemple, prêter son attention au design sous la question du signe, mais lui décide de l'envisager sous la question de la ruse et de la conspiration. Donc il justifie ce choix par donc le terme design en anglais qui, dans le substantif et le verbe, veut autant dire projet, plan, dessin, intention, que mauvaise intention, conspiration, ruse et perfidie. Ainsi, le verbe to design signifie aussi manigancer, simuler, ébaucher, procéder de façon stratégique. Donc, le design serait, d'après Agamben, une fraude, et c'est une fraude qui permet, premièrement, de tromper la nature et de tromper les déterminations naturelles. Donc, il prend l'exemple, par exemple, du levier. Le levier, ce serait une ruse qui permettrait de tromper la pesanteur. Et ce qui fait particulièrement problème pour Agamben, pour Agamben et pour Flusser, c'est le fait qu'il y ait une prolifération qui conduit à une désubjectivation ou à une perte d'authenticité. Donc chez Agamben, il voit la cause de la prolifération des dispositifs dans la gigantesque accumulation issue du développement capitaliste. Ce développement capitaliste instaure le fait qu'on soit en permanence saisi par les dispositifs jusqu'à ne plus composer aucune subjectivité. Chez Flusser, le fait que la ruse du design s'étende partout, ça induit une perte d'authenticité, une perte de sa propre nature. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans mes contextes, dans la question des dispositifs de téléprésence, il y a aussi une accumulation de dispositifs et une accumulation de dispositifs. Et ce que montrent Flusser et Agamben, c'est qu'il y aurait une perte de soi dans les dispositifs et qu'il n'est en rien question finalement d'une inclusion, c'est-à-dire il n'est pas du tout question d'une saisie des particularités et d'une composition en fonction des particularités, mais plutôt de saisir et de resubjectiver, voire de désubjectiver à l'aune de cette prolifération. Ce qu'il faut retenir par rapport donc à ce que j'ai évoqué et ce que ça entraîne de considération sur les dispositifs de téléprésence, c'est que donc, nos existences s'instituent à travers les dispositifs, à travers le design. Il y aurait donc une transformation de l'être et de l'existence par le dispositif. Si on considère la téléprésence, la transformation de l'être et de l'existence à l'aune de la téléprésence, par le prisme de la téléprésence plutôt, consiste en un sujet, donc un être qui ne serait plus qu'un sujet avec une présence tronquée, médiée, et cette présence ne serait que celle médiée par le dispositif. Cette transformation de l'être et de l'existence a encore plus d'impact dans les contextes que je regarde, puisqu'en isolement, c'est la seule possibilité d'interaction avec autrui, et donc il y a vraiment un rapport à soi et aux autres qui s'instaure par le prisme des dispositifs. Et ce rapport à soi et aux autres est imposé selon le cadre du dispositif, selon les niveaux de présence. Donc, par exemple, le dispositif qui retranscrit mon être en termes de mouvement en distance par le robot de téléprésence n'est pas le même mode d'existence que la visiocommunication comme là on est en train de faire. Mais ce que permet de considérer la téléprésence dans son mode de fonctionnement, c'est le fait de réintroduire l'usager au cœur du dispositif. En effet, comme je l'évoquais au début, le dispositif n'est pas plus composé
que de l'écran, de la matérialité, que de la relation qui s'institue par l'écran. Donc il s'agit de réintroduire l'usager au cœur du dispositif et d'envisager l'ouverture de la téléprésence à l'usager et à un usage. Ce qui me permet de considérer donc le deuxième temps de ma présentation, dans lequel je vais tenter d'envisager un dispositif comme ce qui se laisse disposer à l'usage, où l'inclusion ici serait permise par l'activité propre et personnelle de l'usager. Donc pour introduire mon point, je considère ce que Berten écrit toujours dans le même article, lorsqu'il note qu'il faudrait constater, qu'on peut constater une prodigieuse inventivité, une prodigieuse créativité qui se révèle dans la mise en place des dispositifs. Dans cette mise en place, il pourrait y avoir des utilisations pour des usages imprévus, où les dispositifs sont remaniés pour résoudre tel ou tel problème. En ce sens, le dispositif serait producteur de savoir. Et Berten estime que cela permettrait d'envisager des dispositifs qui sont réfléchis, réflexifs, qui permettent un agir de soi sur soi et une production d'un art de vivre. Ce qui est intéressant dans l'article de Berten, c'est qu'il note qu'il faut alors dépasser la dichotomie du symbolique et du technique, où le technique serait ce qui est instrumental, ce qui est imposé de l'extérieur, ce qui est dissocié de l'être, tandis que le symbolique serait ce qui fait partie de l'essence humaine. Donc, au-delà de cette dichotomie, ça nous permettrait de considérer de manière autre les dispositifs techniques, et au-delà de cette dichotomie, ça nous permettrait peut-être d'envisager ce qui est symbolique dans la technique, ou en tout cas dans l'usage. Ainsi, Berten évoque que les dispositifs qui nous entourent continuellement sont simultanément production et consommation, technique et symbolique, travail et jeu. Donc, il s'agit, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais faire par rapport au dispositif de téléprésence, c'est d'envisager ce qu'il y a d'immédiat de l'homme dans la technique, considérer donc ces dispositifs au jeu des acteurs. Donc le dispositif échapperait alors aux intentions premières par la mise en place, et donc il s'agit de réutiliser ici le concept de ruse qui a été appliqué par Flusser au design à la pratique de l'usager, où cette ruse lui permettrait de passer d'un usage qui est déterminé et prescrit par le dispositif à une pratique selon ses propres termes, selon les termes du sujet. Donc pour expliciter, il s'agit donc d'un passage, d'envisager le passage d'un paradigme de la production à un paradigme des usages qui est apparu dans le courant des années 70. Donc c'est ce qu'explique Olivier Boirol dans le chapitre 3 donc, de Communiquer à l'ère numérique, regard croisé sur la sociologie des usages. Donc, le paradigme de la production consiste en des perspectives théoriques sur les formes de domination où les sujets seraient aliénés, dominés et affaiblis par des structures puissantes. Donc c'est plutôt ce qu'on a considéré dans la partie 1, les dispositifs sous le paradigme de la production. Dans ce paradigme de la production, il y aurait une dépossession du pouvoir d'agir. Tandis que dans le paradigme des usages, qui apparaît donc à la fin des années 70, et notamment par le travail de Michel de Certeau, qui considère les pratiques de détournement et de braconnage, il s'agit de tourner une attention vers les activités de réception. Plutôt qu'une théorisation des contraintes qui sont prescrites par l'amont, tourner une attention fine vers la réception et donc vers l'aval du dispositif. Donc Michel de Certeau montre que les procédures d'usage, qu'il y a des procédures d'usage qui mettent en place des mobilités tactiques de la part de l'usager afin qu'il se dégage des trajectoires stratégiques imposées et prédéfinies par les dispositifs. Pour illustrer mon point, je voulais vous montrer cet objet de recherche donc, qui s'appelle Curious Rituals, dans lequel des designers et des chercheurs mettent en place déjà une pratique ethnographique du design et dans laquelle ils s'intéressent à la gestualité dans le digital, alors même que le digital s'instaure tout de même dans un paradigme de la virtualité qui met à distance la question du corps et de la gestualité. C'est aussi vrai, par exemple, dans la téléprésence. Donc, cet objet de recherche, les chercheurs font attention à deux ensembles de gestes. Tout d'abord, les gestes qui sont produits par le dispositif, prescrits en quelque sorte par le dispositif, mais aussi ils dessinent une attention à des tactiques personnelles.
Donc par exemple, elles sont très minimes, mais par exemple le fait de basculer son ordinateur pour pouvoir le consulter de la manière dont on le souhaite, dans la position que l'usager le souhaite. Donc aussi minimes sont les tactiques, sont les tactiques personnelles. Il s'agit de les replacer et ça permet au moins de replacer l'usage et l'usager au cœur de la dialectique de la liberté et de la contrainte que composent les dispositifs. Sans usage et sans usager, il n'y aurait aucune dialectique qui se met en place. Donc, il y a une pratique de l'usager. Ce que permet de considérer ce passage au paradigme des usages et aussi ce travail de recherche, c'est qu'il y a une pratique de l'usager dans la réception et que cette pratique donne un sens particulier et que ce sens est donné au dispositif selon les fins particulières des usagers. En revanche, il y a des difficultés fondamentales d'envisager ce paradigme des usages par rapport au dispositif. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'évoque à un moment Berthen dans l'article, c'est que tout contre-pouvoir, tout don de sens à ce dispositif de pouvoir est toujours production de savoir pour un dispositif de pouvoir. Donc, par exemple, le fait de réinvestir l'objet et de lui donner sens dans la réception, ça augmenterait la normalisation parce que ça serait récupéré par le dispositif de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est notamment, pour illustrer ce point, c'est la date de publication de Qu'est-ce qu'un dispositif de Agamben et l'élargissement de la définition foucaldienne. Et Voirol, donc dans l'article que je viens d'évoquer, montre bien que si il est assez subversif dans les années 70 d'évoquer un paradigme des usages et de donner attention à la réception et à la composition de sens dans la réception, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque ces logiques ont été réinvesties dans des logiques de user experience et dans le participatif, l'interactif comme mode de gestion. Aussi, ce paradigme des usages et cette attention aux réceptions, ça présuppose un acteur qui est compétent, qui est actif, qui est capable d'activité de détournement et d'adaptation. Et d'ailleurs, ce que montre encore une fois Voirol, c'est que ce sujet, ce modèle de sujet, est le modèle qui a réinvesti dans les identités digitales. Donc lui, il évoque par exemple l'usage du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet, et le fait que les réseaux sociaux fonctionnent sur cette idée d'un acteur compétent, actif, et suffisamment compétent et actif pour produire des autoproductions. Concernant l'inclusion, certes, si on considère cette réception, ça permet d'envisager les capacités particulières du sujet et comment celui-ci fait en sorte de sortir de la norme parce qu'il connaît ses propres capacités. Mais aussi, ça laisse l'usager seul face à l'inclusion. Donc il y aurait comme une interaction requise pour que l'usager adapte le dispositif à sa pratique. Et donc, l'inclusion reposerait sur une responsabilité de l'usager. Ce qui n'est pas sans conséquence concernant mes dispositifs. Tout d'abord parce que le fait d'envisager les dispositifs comme le moyen d'autoproduction, de pratique, ça invisibilise la normativité des dispositifs. Par exemple, dans le cadre de la téléprésence, il peut y avoir des frustrations dues au niveau de présence qui sont mis en place par les dispositifs. Par exemple, avoir l'impression de ne pas pouvoir véritablement agir sur le contexte à distance. Le fait d'envisager que les dispositifs fonctionnent par des autoproductions, alors ça invisibilise le cadre qui est normatif et qui impose déjà un cadre de relation à l'usager. Donc les conditions d'entrée en relation sont de toute façon fixées par le dispositif et la téléprésence, même si elle requiert l'usager pour fonctionner, elle ne se dispose pas si facilement à l'usage. Aussi, ça invisibilise les situations de vulnérabilité, donc comme la question des autoproductions et de la médiation de sa présence à distance. Ça suppose un usager qui est actif, et pourtant, il y a potentiellement des usagers qui sont non actifs, non compétents et non autonomes, ce qui est particulièrement le cas dans mes contextes d'isolement médicaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'éthique du care, c'est qu'ils remettent en question cet individu néolibéral autonome et compétent. Donc ce qu'il faut retenir des 2 premières parties, c'est qu'il me semble qu'il y a une oscillation entre un dispositif qui est normatif, qui est normatif et donc qui invisibilise toute inclusion,
où il y a une absence complète d'inclusion en amont, puisque de toute façon, la subjectivité est créée par le dispositif. Et l'autre oscillation est celle d'un dispositif qui est excluant parce qu'il il donne une entière responsabilité de l'inclusion à l'usager. Pour sortir de cette oscillation, il me paraît intéressant d'envisager les responsabilités du concepteur. Et pour ce faire, donc, je me réfère au chapitre qui est très intéressant de Wilhelm Flusser, qui s'intitule « Le design, un obstacle à l'élimination des obstacles ». Donc, dans ce chapitre, Flusser montre en quoi donner forme implique une responsabilité, puisque quand on conçoit des objets, on jette des obstacles sur le chemin des autres. Donc, pour expliquer rapidement, Flusser utilise se réfère à l'étymologie du terme objet pour estimer qu'un objet est ce qui se trouve sur le chemin, ce qui a été jeté. Et donc, il met en place une dialectique interne de la culture qui est celle de, dans le monde objectal et objectif, je me heurte à des obstacles qui sont des objets, et donc je me saisis de quelques-uns de ces objets et je les retourne comme des gants, ce qui me permet d'éliminer cet obstacle, en tout cas que j'ai pu retourner. Et pourtant, les objets ainsi inversés, ainsi retournés comme des gants, se révèlent être eux-mêmes des obstacles. Ils sont eux-mêmes des obstacles parce qu'ils sont des obstacles sur le chemin d'autres personnes, mais aussi parce que j'ai besoin d'eux pour avancer. Donc, après avoir posé cet état des lieux de l'objet comme obstacle, Flusser envisage la raison pour laquelle des obstacles se trouvent sur nos chemins. Et pour lui, ça vient du fait qu'ils ont été projetés et donc qu'ils viennent du projet. Donc les pistes de sortie pour Flusser, pour envisager comment donner forme pour que je gêne le moins possible le chemin des autres, c'est de concevoir un objet comme le moins objet possible. Plus je conçois un objet, comme objectif, plus il deviendra un obstacle. Ainsi, pour lui, la conception de l'objet doit se faire dans la relation aux autres. Quand je projette, il faut donner un accent sur le facteur intersubjectif de l'objet. Il incrimine notamment le pouvoir captivant du progrès qui, par le fait que le progrès soit captivant, ne produise que des objets obstacles, qui font obstacle. Ça a comme conséquence sur sur mes situations, c'est que le fait il ne s'agit pas seulement d'envisager la vulnérabilité de la personne comme obstacle, mais aussi l'objet en lui-même comme étant déjà un obstacle. Ainsi, il y a une responsabilité première qui émane dès la conception. Donc, puisqu'on a quand même du mal à sortir de cette oscillation que j'ai évoquée plus tôt, il me semble qu'on pourrait utiliser ce que Berten évoque des dispositifs de médiation pour considérer des objets qui feraient médiation entre les personnes, entre les dispositifs normatifs. Et donc, je vais évoquer ici une certaine pratique du design. Donc, dans cette partie, je vais plutôt adopter un point de vue macro, donc sortir des dispositifs, pour appuyer mon propos sur des projets de design qui ne sont non pas des productions industrielles ni commercialisées, mais plutôt des pratiques qui questionnent les dispositifs technologiques et la question de l'inclusion, qui soutiennent en somme un usager et ses particularités dans le rapport aux obstacles que compose la vulnérabilité, mais aussi le monde qui l'entoure. Donc ces pratiques, je les envisage comme des dispositifs de médiation, où il s'agit de reprendre le terme de médiation que Berten conceptualise dans son article, où la médiation n'est ni extérieure, ni intérieure, ni un simple moyen, ni un environnement donné. Donc il s'agit entre l'activité rationnelle et instrumentale et la passivité contemplative et réceptrice d'un environnement, il y a l'entre-deux du dispositif qui pointe plutôt vers l'idée d'une médiation. Et donc l'hypothèse que je formule ici, c'est d'envisager une certaine pratique du design comme ces dispositifs de médiation. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ce projet qui donc, produit des produits, qui, il me semble, peut être qualifié en termes d'objets intermédiaires, qui donc produit des dispositifs de médiation qui permet une disposition inventive de la part de l'usager. Donc là, par le prisme de cet objet intermédiaire, il y aurait une pratique de la part de l'usager, mais qui est soutenue,
par une conception. Donc je fais référence ici au projet mené par Max Molon et le studio What If, qui a eu lieu donc à l'Espace Éthique Île-de-France et qui avait pour espace des ateliers éthiques qui concernaient les maladies neurodégénératives. Ici, l'objet de design était envisagé comme créateur de dissensus et devait créer une activation, devait être déclencheur d'un débat. Donc, dans les ateliers, il était diffusé un témoignage, donc c'est les extraits de vidéo que j'ai pris en images, le témoignage de l'utilisation depuis des années de ce calendrier qui s'appelle l'éphéméride. Et la particularité de l'éphéméride, c'est un calendrier dont les pages deviennent de plus en plus noires et qui permettent d'évoquer l'évolution de la maladie neurodégénérative. Le but de l'objet est de créer, en tout cas, et envisagé comme, et projeté comme réel. En réalité, il n'a aucune réalité, si ce n'est le déclenchement du débat. Ainsi, donc, le studio What If et Max Molon envisagent comment créer des objets qui sont suffisamment étranges ou assez dans un équilibre de l'étrangeté pour à la fois être perçus comme probables et en même temps créer le dissensus et mettre en œuvre une pratique d'élaboration imaginative à partir de ce que les membres qui étaient présents aux ateliers appréhendent de cet objet. Donc la projection que permet l'objet, ou le dérangement que promet l'objet, permet d'engager les acteurs impliqués dans les problématiques qui sont liées aux maladies neurodégénératives, et ainsi de les impliquer vers l'élaboration et l'intégration des particularités des vécus vulnérables. Donc là, c'est donc plusieurs résultats ont été issus des ateliers, notamment le redesign de ce calendrier, de l'éphéméride, mais aussi une carte qui permettait de mieux comprendre quels étaient les enjeux de la progression des maladies neurodégénératives. Ce que ça dit de l'inclusion, il me semble, c'est qu'à rebours de cette difficulté qu'on a trouvée entre une inclusion qui ne se trouve ni en amont ni vraiment en aval, il s'agit de penser l'objet du design comme dispositif de médiation qui, là, soutient les particularités de l'usager pour que celui-ci s'engage dans l'objet, ou alors que celui-ci puisse verbaliser ses particularités, sa vulnérabilité. Donc, pour reprendre les termes de Flusser en termes d'obstacles et de projets, ici, l'objet est pensé comme pour faire obstacle, mais cet obstacle est envisagé dans une visée intersubjective. Ainsi, ici, l'inclusion est soutenue et elle est mise en œuvre par le design qui se fait dispositif réflexif. Dans ce deuxième projet, il s'agit ici d'envisager comment le design peut faire la médiation des objets obstacles, mais aussi faire face aux objets obstacles. Donc le groupe, donc il s'agit de Superflux, donc il y a un groupe de designers qui cherchent à produire des expériences concrètes du futur pour impacter les choix du présent. Donc il s'agit véritablement de réinvestir ce qui pourrait faire obstacle dans le futur, les remettre dans le présent pour envisager en quoi il faudrait les produire ou non, en quelque sorte. Donc la vidéo présente des objets de Quantified Self qui ont été offerts par le cercle familial à l'homme qu'on voit dans la vidéo. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'homme se voit obligé d'agencer une norme de vie par cette confrontation que l'objet crée à sa norme de vie. Et donc on comprend particulièrement le caractère aliénant de l'objet qu'on a pu évoquer dans la première partie. Donc pour décrire un peu plus les objets, il s'agit donc notamment, ils sont en plus très ordinaires, ce qui est encore plus perturbant. Il s'agit d'une fourchette qui quantifie les calories, le pourcentage de sel, de gras dans ce qu'on mange, d'une canne qui compte les pas et d'un montant de lit qui permet d'estimer la qualité du sommeil. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, il s'agit de montrer comment l'homme s'arrange finalement pour mettre au rebut ces dispositifs. Donc, par exemple, pour décrire très rapidement, il va préparer 2 assiettes, une assiette avec des légumes qu'il ne mangera en fait pas du tout, mais qui est juste produite pour la fourchette, pour que la fourchette ait l'impression que l'homme mange des légumes. La canne est donnée à autrui pour que les pas soient faits par autrui et non pas par l'homme. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'usage actif dont on parlait dans la deuxième partie
Et en fait, plus celui d'un braconnage, dans le sens où le braconnage était le détournement du dispositif à des fins particulières. Ici, le détournement doit être mis en place pour mettre en rebut ces dispositifs complètement aliénants. Et d'ailleurs, on comprend dans la vidéo que la mise en rebut est particulièrement difficile parce que ces dispositifs ont un fonctionnement très élargi. Ils sont un réseau entre les objets, soi, autrui et l'environnement. Donc par exemple, dès que la personne qui est filmée cherche à mettre de côté la canne ou la fourchette, c'est son cercle familial qui le contacte pour savoir si tout va bien, s'il a bien mangé son assiette, etc. Donc ça me permet donc d'envisager les dispositifs technologiques, et ce qui est aussi le cas avec la téléprésence, comme un ensemble matériel et immatériel, où les relations font tant dispositif que le dispositif matériel, que l'objet matériel lui-même. Et d'ailleurs, cette considération peut-être injonctive des relations qui s'agencent dans un dispositif est à considérer avec la téléprésence, puisqu'on peut imaginer comment, dans une utilisation par exemple de la téléprésence en chambre stérile ou dans un isolement en EHPAD, comment le dispositif peut être la porte ouverte à l'injonction d'autrui par son biais. C'est pour cette raison, et pour conclure cette troisième partie, qu'il s'agirait d'envisager plutôt une éthique relationnelle des dispositifs entre objet et sujet. Donc pour cela, je fais référence donc à l'article de Flora Fischer, qui a été publié dans la revue Sciences du Design, et qui produit une analyse linguistique et la portée conceptuelle de l'expression éthique by design. Donc, par la polysémie du design, elle convoque différentes façons dont des conceptions pourraient être éthiques. Par exemple, il peut s'agir d'une éthique par intention, donc par anticipation des usages, ou alors une éthique par conception, c'est-à-dire d'une maîtrise de bout en bout de l'objet. Mais ce qui est particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on a considéré de la téléprésence et des dispositifs technologiques, c'est d'envisager une éthique relationnelle, c'est-à-dire observer les effets sociaux d'une codéfinition entre sujet et objet. De dépasser finalement l'inclusion en aval ou l'inclusion en amont pour envisager le sujet comme quelque chose qui peut subir des actions de l'extérieur, et donc envisager conjointement sujet-objet. Et donc, ce qui permet de réinvestir la question de l'objet comme obstacle et la question de quelles sont les vulnérabilités que composent les objets en eux-mêmes, et non pas quelles sont les vulnérabilités d'un usage vulnérable. Ainsi, donc, cette éthique relationnelle permettrait d'envisager et de réconcilier, de produire un compromis du dispositif et de l'inclusion. Pour conclure, donc ce que j'ai tenté de montrer par cette analyse des dispositifs par le prisme de l'inclusion, et ce que ça dit des dispositifs de téléprésence, donc là je vais vraiment conclure, c'est qu'est-ce que je peux en retirer par rapport aux dispositifs de téléprésence. C'est que tout d'abord, le dispositif de téléprésence pourrait, en un sens, répondre aux conceptions d'un dispositif de contrôle, c'est-à-dire, comme on a vu dans la première partie, extérieur, qui s'applique au corps, puisque le dispositif de téléprésence, c'est ce qui met en place les termes de la présence. Ainsi, l'inclusion serait potentiellement l'emprisonnement dans les termes du dispositif, où l'être du sujet ne serait que la subjectivation permise par le dispositif. En réalité, concevoir le dispositif de telle sorte mène à une invisibilisation de l'usage et de l'usager. Donc, ça nécessite de replacer en son sens l'usager, mais on a vu dans la deuxième partie que si la téléprésence, effectivement, ne marche que parce que le sujet veut bien se prêter à la médiation de sa présence à distance, ça ne permet pas pour autant d'envisager une inclusion effective, parce que ça repose sur le modèle d'un sujet actif et compétent qui, lui, conduit à une invisibilité des vulnérabilités. Donc cette oscillation que j'ai pu constater avec la question des dispositifs et de l'inclusion, donc des dispositifs au prisme de l'inclusion, je trouve qu'on la retrouve avec la perspective d'un design capacitaire qui chercherait à rendre capacitaire un sujet vulnérable, c'est-à-dire qu'elle cherchait comment le capacitaire permettrait une porte de sortie à la vulnérabilité. Ce qui est particulier, c'est que le capacitaire donc convoque une certaine pensée, une certaine norme de la vulnérabilité, une certaine norme d'un sujet capacitaire.
Et donc, on retrouve les oscillations précédentes, qui sont celles d'un dispositif, d'un design qui serait aliénant parce que normatif, ou d'un design qui serait aliénant parce que complètement laissé au sujet. Donc, envisager un design capacitaire serait faire comme un exercice d'équilibrisme entre ces deux postures-là, mais peut-être qu'une porte de sortie pourrait être celle que j'ai développée dans la troisième partie, où le design n'est plus, où la question du design s'extériorise et devient dispositif de médiation. Et donc le design capacitaire, plus que la prothèse qui permet de réhabiliter, il s'agirait d'envisager l'objet comme ce qui se laisse prendre par une élaboration imaginative. C'est-à-dire, l'objet permettrait la mise en place d'une élaboration imaginative du patient vulnérable. Et potentiellement, la téléprésence, lorsque elle est utilisée entre proches, peut-être que cette recréation, l'emploi à recréer une relation à distance pourrait être cette pratique élaborative. Et cette mise en place, en fait, je pose l'hypothèse que la mise en place d'une imagination par le sujet vulnérable serait une façon par lui-même de sortir de la vulnérabilité. Pour conclure, et recouper avec plus largement mon sujet de recherche, et peut-être ouais. Ce que permet, il me semble, d'envisager la téléprésence, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'envisager un mode de relation qui s'extrait d'une relation interrelationnelle, intersubjective. Puisque la relation ne s'effectue pas en dehors d'une médiation des objets. L'objet et la technique dans la téléprésence composent l'environnement dans lequel se produit la relation. Et donc, pour la suite de ma recherche, il me semble nécessaire de penser les relations par le prisme de l'objet, et notamment, donc, dans les éthiques du Pierre, réinvestir la question de l'objet dans ces éthiques qui sont plutôt relationnelles. Enfin, ce que me permet d'envisager les contextes de vulnérabilité, c'est tout d'abord d'envisager comment concevoir la vulnérabilité autrement que comme un pouvoir d'agir empêché. C'est-à-dire comment concevoir la vulnérabilité en d'autres termes que celle de l'incapacitation. Et quelques pistes, quelques hypothèses seraient peut-être que la vulnérabilité, au moins, a le potentiel de mettre en échec les normativités qui sont imposées par les dispositifs. Ensuite, l'autre hypothèse serait celle de le dispositif. La vulnérabilité permet une bifurcation et une pratique imaginative, une bifurcation qui permettrait de sortir de l'usage qui est prédéfini par l'objet. Et en somme, peut-être ce qu'on pourra discuter pendant le moment d'échange, ça convoque alors une pratique de terrain qui est très spécifique et qui peut-être s'établit sur deux points. Tout d'abord, une archéologie des dispositifs pour envisager quelles ont été les projections, pour reprendre les termes de Flusser, comment ces objets ont été projetés sur le chemin des autres, est-ce que dès le projet, ils ont commencé à faire obstacle? Et l'autre pan de la pratique de terrain serait celle d'une immersion et d'une attention très fine à la fois aux vulnérabilités, ce que fait l'usage vulnérable, et quelles sont les mises en place imaginatives à partir de la vulnérabilité. Et je conclurai juste sur ça, c'est notamment ce que j'ai pu considérer en Master 2 de recherche en design. Donc j'avais fait un stage au sein d'un service d'hématologie où les patients sont hospitalisés en chambre stérile, et certains patients avaient accès à un robot téléprésence. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'était de voir que l'objet était suffisamment ouvert pour que le patient recrée avec sa famille des rituels à partir de la situation de vulnérabilité et à partir de l'isolement. Merci.